aussi une vision, une interprétation que vous pourrez, avec laquelle vous pourrez être d'accord ou non, mais au moins de poser certaines questions. Je pense personnellement qu'on se trompe en prenant le marché comme ennemi. Le marché n'est pas en fait un monstre sans tête qui n'est pas régulable, au contraire, la régulation fait partie du marché. Et en fait, en prenant comme ennemi le marché, on ne se rend pas compte des logiques sous-jacentes qui sont en fait les vrais problèmes qui déterminent ce marché. Donc, de manière très simple, le marché au niveau macroéconomique, c'est le lieu de satisfaction des besoins sociaux. Au niveau microéconomique, c'est la rencontre d'une offre et d'une demande avec l'ajustement d'un prix. Monsieur Wasmer me l'a appris en première année dans cette maison. Et au niveau anthropologique, ce que j'oserais appeler anthropologique, c'est en fait le lieu de confrontation d'un désir, j'ai envie d'un objet, et d'un prix, et d'un principe de réalité. Cet objet coûte tel prix, un tel autre objet coûte un autre prix. Quelle valeur vais-je assigner à un objet ? Quel objet vais-je choisir ? Est-ce que le prix est trop faible, trop bas ? Est-ce que je vais l'acheter ou non ? Et là, en fait, on a l'irruption d'une vraie logique de rationalité du marché, qui est en fait de confronter les agents à ce qui est possible et ce qui n'est pas possible de faire. Je voudrais bien prendre des vacances aux Bahamas, mon compte en banque ne me le permet pas, malheureusement, typiquement. Le problème de l'enfant et de l'enfant face au marché, c'est que l'enfant, en fait, est celui, par définition, qui ne parle pas. L'enfant est dès le départ dans un principe d'hétéronomie. On crée des règles pour lui, qu'il n'a donc pas choisi, et c'est tout le principe de la minorité de l'enfant. Et à mon avis, en fait, là où on se trompe aussi, c'est que justement, on place le débat du côté de l'enfant. Il ne faut pas oublier que l'enfant est appelé à devenir un adulte, donc à jouir de certaines prérogatives qu'il n'a pas enfant, c'est-à-dire de prérogatives économiques, devenir un agent économique complet, autonome, responsable, pouvant lier des contrats, et non pas étant lié par des contrats qui ont précédé sa naissance, et évidemment un agent juridique avec des droits, des obligations. À mon avis, l'enfant est un enfant aujourd'hui un objet de désir, et c'est un désir absolu. Il y a un très bon article de Paul Lyonnais qui s'appelle « L'avènement de l'enfant du désir » et qui raconte donc en quelques étapes comment en fait l'enfant est passé d'un fait que on avait, qu'on a tenté de minimiser, entre guillemets, avec le mariage assez tard. Pas de relation sexuelle avant le mariage, c'est quand même pour limiter les enfants. Et aujourd'hui, avec la contraception et le divorce, etc., on a totalement dissocié la procréation du désir d'enfant, du désir sexuel et du désir de filiation. Donc en fait, l'enfant est devenu un objet de désir. On a un projet d'enfant, et d'ailleurs, à mon avis, c'est quand même plus sympa quand on est enfant de savoir que nos parents nous ont désiré, plutôt que quelque chose qui est arrivé comme ça. Je cite les chiffres de l'avènement de l'enfant du désir. En milieu des années 1990, seuls 7,1% des enfants n'avaient pas été désirés. On a aussi un coût beaucoup plus faible, à chaque fois, d'avoir des enfants liés à la technologie. Avant, on mourait en fausse couche assez régulièrement. On en meurt toujours, c'est ce que j'ai appris plus tôt dans ce colloque, mais quand même moindre. On a quand même une médicalisation, un suivi gynécologique qui font que l'enfant est quand même quelque chose de plus sûr. Et on a effectivement un désir en fait, qui devient absolu de l'enfant, qui fait apparaître l'émergence d'un droit à l'enfant, en rhétorique dans les médias et notamment chez les couples homosexuels ou les couples stériles. Donc en fait, on voit bien qu'à mon avis, c'est ça le vrai problème, c'est qu'en fait, le désir d'enfant absolu fait en fait apparaître un marché qui de ce fait est dérégulé. Mais le marché en tant que transcription économique d'une offre et d'une demande n'est à mon avis pas là qu'il faut viser, il faut viser les sous-jacents. On a un marché en fait qui se développe parce qu'effectivement on a un désir d'enfant qui est absolu et on est prêt à débourser des sommes astronomiques. Je suis allée relever il y avait un article de Rue 89 que je suis allée relire ce matin sur Fabrice qui a donc vendu son appartement pour avoir un fils Nathanaël en Inde, qui est toujours coincé en Inde à l'heure actuelle d'ailleurs, 27 500 €. Et on estime qu'au Canada, c'est 50 000 $, en Inde, 25 000 et aux États-Unis, au moins 100 000 $. En fait, ce sont des prix absolument énormes. Et on se rend compte qu'en fait, le désir d'enfant n'est pas du tout élastique au prix. C'est-à-dire que le désir d'enfant est avant le prix. On veut un enfant et donc on va tout mettre en œuvre pour en avoir un sur le marché. C'est pas du tout une logique de marché qui est « je veux ça, il y a le prix, ah ben oui ou non ». Au contraire. Et ce qui me semble assez important de voir, c'est que justement, ça ouvre la porte à faire des bénéfices incroyables par les entreprises, vu qu'on a en fait un désir qui est absolu, que finalement, tant qu'on a de l'argent, une fois qu'on a passé le cap d'être assez riche pour s'offrir un enfant, le prix ne compte plus. Ce qu'on veut, c'est l'enfant. Donc en fait, il faut se rendre compte que le prix que les agents payent sur le marché n'intègre pas forcément les externalités
négatives que l'on rencontre face à la GPA, qui sont en fait supportées par la mère porteuse, les risques sanitaires, les risques pour elle, psychologiques, médicaux, et par l'enfant, qui va payer après. Notamment les risques, on en parlait, l'avenir de l'enfant, la construction de soi, l'identité, le roman familial, d'où est-ce que je viens. Et ça, ce sont des risques, si on voudrait mettre en termes économiques, finalement de suivi psychologique que le contribuable ou bien la famille va payer dans 20 ans. Donc l'idée, en fait, c'est de se dire que le marché n'est pas le problème. Le marché est finalement peut-être même un symptôme assez mesurable de voir en fait ce qui ne va pas dans notre conception de l'enfant, qui n'est plus maintenant un projet ou même un simple fait, qui est en fait un désir et même un désir absolu. On voit dans la rhétorique, et vous avez maintenant de plus en plus d'articles de journaux qui parlent de ces femmes sans enfants, mais au fait, ces femmes sans enfants dans la société, elles font quoi? Quel est leur rôle? Et donc on a en fait un désir d'enfant, et c'est à mon avis là en fait c'est là en fait où il faut penser, est-ce que l'enfant c'est vraiment le désir absolu égoïste de ses parents qui du coup en fait le soumettent contre son gré puisqu'il n'est pas encore né à un contrat qu'il n'a pas choisi, à une manière de venir au monde qu'il n'a pas choisi? Et en fait le marché, alors légalement on peut finalement proposer des solutions à ça, et ça me paraît très important en fait de protéger l'enfant, même, et je vais dire quelque chose d'assez osé, mais même contre le désir de ses parents. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer qu'il y ait des clauses inviolables dans un contrat que l'État mette en place. Donc notamment, ne pas venir interdire le marché, mais d'imaginer un État en fait qui vienne réguler le marché et qui vienne dire, dans le contrat de la GPA, il faudrait des clauses inviolables sur, je sais pas, une interview des parents, sur le fait que l'enfant puisse réviser le contrat, sur le fait que l'enfant puisse, allons jusqu'au bout des choses, attaquer ses parents. Non. Je ne sais pas, je pose des questions. Mais il existe, ou demander réparation, il existe des instruments qu'on pourrait penser. On pourrait également dire que les parents ont l'obligation d'introduire la mère porteuse dans la filiation, d'expliquer à l'enfant pour éviter les mythes de la fée bleue, et qui, à mon avis, ne sont pas constructifs pour le roman familial. Donc, en fait, on a des moyens du marché, notamment économique. On pourrait aussi dire que les parents doivent payer doivent verser à l'État sur une caisse pour toute GPA un fonds que l'État garderait et qu'on pourrait du coup utiliser en cas de problème médical ou en cas de problème psychologique durant la vie de l'enfant. On peut imaginer des solutions comme ça, et je pense que s'attaquer frontalement au marché et dire que le marché est ce qui ne va pas, et en fait se tromper de problème, parce qu'en interdisant le marché, il existera ailleurs, il existera un marché noir, alors qu'en disant très bien, voyons ce qui ne va pas sur le marché, voyons comment on peut essayer de le réguler, de le légaliser, de faire des lois pour le contenir, et voyons surtout en fait quelle conception on veut de l'enfant aujourd'hui. Est-ce que c'est un enfant de désir qu'on voudrait avoir à n'importe quel prix? Ça me faisait beaucoup rire quand on venait juste de dire priceless child, parce que justement l'enfant à tout prix, bah oui, c'est exactement ce qu'on a aujourd'hui pour une certaine partie de la population, pour une partie très spéciale. Est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut, ou est-ce qu'on veut imaginer une autre vision de l'enfant et une autre vision notamment du marché? Voilà. Donc je pense en fait l'intérêt c'est de penser l'enfant à long terme et de ne pas s'arrêter à l'enfant qui sera le bébé et puis après qui aura 10 ans, mais de penser que l'enfant est un agent économique en puissance et surtout un agent juridique en puissance, que c'est un être humain et que en fait ce qu'on fait peser à l'enfant dès la construction de son identité va avoir des conséquences sur toute sa vie. C'est notamment la critique que fait Habermas de l'eugénisme libéral. C'est assez puissant et justement ça me pose à me poser la question en fait que ce qu'on fait c'est pas simplement maintenant, c'est pas simplement une fois qu'il est né, ça va avoir des impacts sur toute sa vie, et donc poser la question en termes de GPA et en fait finalement d'enfant en pensant à l'adulte qui va être après l'enfant, à mon avis est salutaire. Merci.